Alors, je vais vous proposer de commencer. Euh, donc, bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette webconférence intitulée Base de données, référentiels et outils AAC, échange entre acteurs AAC. Donc, je me présente, je suis Simon Barraud, en charge des questions de captage et pollution diffuse à l'Office international de l'eau. Et aujourd'hui, donc, nous allons parler de ce sujet parfois complexe des bases de données, référentiels et outils. Donc, comme le titre l'indique, pour cette webconférence, le sujet est très vaste. Donc, on ne sera pas exhaustif aujourd'hui, mais l'idée, c'était d'avoir quelques éléments très opérationnels, très concrets, de comment mobiliser des outils, des données, des référentiels sur vos territoires. Donc, dans cet objectif, vous aurez des présentations courtes, donc entre 10 et 15 minutes maximum, où on vous invitera également à poser des questions. C'est pour ça, voilà, on a précisé échange entre acteurs AAC, parce que l'idée, c'est que d'une part, tous les outils référentiels qu'on va vous présenter aujourd'hui peuvent être une source d'échange et fonctionnent grâce à l'échange entre acteurs. Et aussi, aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment d'échanger. Donc, c'est pour ça qu'après chaque présentation, on prendra 5 minutes pour pouvoir échanger. Donc, au fur et à mesure des présentations, on vous invite à poser vos questions dans le chat de cette webconférence. Et ensuite, pendant 5 minutes, les intervenants, que je remercie, pourront répondre à vos différentes questions. Également à noter, à la moitié de la webconférence, on fera un temps où là, on vous sollicitera, les participants, pour vraiment vous exprimer. Donc, on utilisera un outil WooClap. Donc, il suffira d'avoir soit un nouvel onglet sur le PC, soit d'utiliser votre smartphone. Donc, on vous présentera ça. Au niveau du programme, un simple rappel. Donc, la première présentation va être réalisée côté OIO. Donc, je vais vous présenter le portail web aircaptage.fr et notamment les évolutions qu'il va y avoir dans les prochains mois. Ensuite, on aura une présentation côté secrétariat technique du centre par Florine Leveugle sur qu'est-ce que le centre et aussi très concrètement comment accéder, mobiliser les jeux de données et de référence du centre. Ensuite, Frédéric Joubert de Charentreau vous partagera une expérience sur comment dans son territoire les données sont mobilisées. Ensuite, on fera une coupure de 15 minutes à peu près avec un atelier WooClap, donc un petit atelier participatif en ligne. Et enfin, pour terminer, on a une présentation de 2 outils qui peuvent fortement intéresser les acteurs de la communauté captage, à savoir un outil plus sur les pesticides et un outil sur les nitrates. Donc, c'est Frédéric Montigny de l'ARB, l'Agence régionale de biodiversité de Nouvelle-Aquitaine, qui terminera cette webconférence. Avant de commencer sur la présentation, 2 petites informations. La première, je vous remercie de couper vos micros et de vous exprimer si possible par écrit dans le chat. On vous précise également que cette webconférence sera enregistrée. Donc, ça permettra aux personnes qui n'ont pu être disponibles d'accéder aussi aux présentations. Et les présentations aussi seront mises à disposition sur aircaptage.fr. Enfin, un petit point avant de commencer, c'est simplement la petite vignette en bas à droite. Je trouvais qu'elle illustrait bien l'image qu'on se faisait des données, des bases de données, des référentiels. Donc souvent, ça fait très peur. On a l'impression que c'est compliqué. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est effectivement les bases de données, c'est parfois complexe, mais très concrètement de voir comment on peut les mobiliser, les utiliser. Et donc, comme je l'ai déjà dit, le but, c'est d'avoir des éléments opérationnels à la suite de cette webconf que vous pourrez utiliser sur vos territoires. Donc, sans plus attendre, je vous propose de commencer avec la première présentation. Donc, je vais garder la main et présenter le portail web aircaptage.fr. Alors, donc, le portail web aircaptage.fr. Donc, c'est un portail que je pense vous connaissez pour la plupart d'entre vous. Donc, je l'ai remis en illustration. C'est un portail qui se divise en différentes rubriques. Une rubrique sur les données, données captage, une rubrique avec des informations sur les outils et également aussi sur les définitions des schémas, donc connaissances et outils. Ensuite, une cinquantaine de retours d'expérience où des acteurs variés, type FNAB, APCA, le réseau Alter Bourgogne-Franche-Comté, partagent des documents sur des exemples de réussite
d'actions sur les aires d'alimentation de captage. Ensuite, on a une rubrique pour faciliter un peu la mise en réseau sur les acteurs, avec notamment un annuaire des animateurs captage. Et enfin, une dernière rubrique où vous avez quelques éléments sur comment on protège les captages en Europe. Donc ça, c'est le portail tel qu'il est aujourd'hui, le portail qui a 4-5 ans. Et ce portail va fortement évoluer. Donc, pourquoi il va évoluer? Tout d'abord, un point important, c'est de ne pas confondre le centre de ressources captage de l'Office français de la biodiversité avec ce portail web captage.fr. Donc, c'est vraiment des outils complémentaires. Donc, d'une part, il y a le centre de ressources et d'autre part, il y a le portail web AirCaptage. Donc, le centre de ressources captage de l'OFB, il est composé de 2 portails web. Un premier portail web technique qui est déjà disponible. Donc, j'ai remis l'adresse sur le centre de cette diapo. Donc, c'est un portail où vous avez déjà de nombreuses informations, actualités, une lettre d'information et également beaucoup d'informations sur les événements qui ont eu lieu. Par exemple, toutes les présentations de Paul Diffot, que vous devez connaître, cet événement qui avait eu lieu il y a 2 ans, sont en ligne et disponibles sur le portail professionnel de l'OFB. Et prochainement, donc a priori en 2022, un deuxième portail web va apparaître côté Office français de la biodiversité, un portail web du centre de ressources. Et ce portail web du centre de ressources sera chargé de tout ce qui est animation du réseau d'acteurs et mise à disposition de documentation, partage d'expérience. Donc, suite à cette redéfinition des missions, le portail web aircaptage.fr va évoluer et va se focaliser ou se concentrer sur son rôle qui est déjà prépondérant sur les données. À savoir que le portail, dès à présent, centralise et diffuse les données en lien avec les aires d'alimentation de captage. Et donc, aujourd'hui, dans la présentation, je vais déjà vous parler essentiellement de ce que l'on peut trouver sur le portail web aircaptage.fr concernant les données. Alors, la première slide, c'est comment accéder aux aires d'alimentation de captage. Donc, 2 possibilités, soit une recherche géographique. Donc, vous accédez à une carte et ensuite, vous pouvez chercher sur la carte directement en zoomant ou en tapant le nom de votre commune dans le moteur de recherche pour accéder aux aires d'alimentation de captage. Et ensuite, vous avez un lien pour accéder aux informations plus précises sur les aires d'alimentation de captage. Sur cette carte, 2 éléments. D'une part, vous voyez, il y a 2 couleurs. La couleur un peu bleue pour les aires d'alimentation de captage et une couleur orange, enfin marron-orange, on va dire. Ces couleurs sont liées au fait que le périmètre a été validé ou non. Et donc, si le périmètre est bleu, c'est que l'information est jugée très fiable. Donc, on voit que le bleu commence à prédominer sur AirCaptage, ce qui signifie que les données ont été fortement consolidées et validées depuis que le portail a ouvert. Une autre petite précision, c'est que vous pourrez trouver des informations liées à des AAC qui sont liées à des ouvrages prioritaires d'âge 2016-2021 ou non. Mais on ne s'interdit pas si, sur un territoire donné, un animateur met en place des actions ou une collectivité est motivée pour mettre en place des actions pour protéger un captage, d'afficher cette aire d'alimentation de captage, même si l'ouvrage n'est pas prioritaire. Le deuxième outil pour accéder aux AAC, c'est la recherche textuelle. Donc là, simplement l'illustration du bas. Vous pouvez filtrer sur la gauche, par exemple, voir toutes les AAC du bassin Adour-Garonne, toutes les AAC de Guadeloupe, ou également taper dans le moteur de recherche le libellé de l'AAC de la commune qui vous intéresse. Comment est alimenté aircaptage.fr et comment sont alimentées les fiches descriptives des aires d'alimentation de captage? En résumé, il y a 3 règles principales. La première, c'est si l'information est existante, on va surtout éviter de demander aux acteurs de re-renseigner l'information dans AirCaptage. Donc, quand l'information existe, concrètement, on a des synchronisations entre bases de données. Donc, soit continue, c'est le cas par exemple avec ADES. Donc, régulièrement, automatiquement, dès que des informations sont mises à jour dans ADES, sur les points d'eau, elles sont mises à jour sur AirCaptage. Après, avec l'outil SOG que je vous présenterai dans la slide suivante du ministère, 2 fois par an, on importe les données de la base de données du ministère dans AirCaptage. Et enfin, je nomme Domino. Donc Domino, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un outil qui permet de suivre les captages à l'échelle de la région
grand test. Et donc, cet outil qui va être en ligne prochainement sera lié à AirCaptage. Donc, l'idée, c'est vraiment d'éviter la double saisie. Ensuite, un deuxième point, si l'information elle est existante mais difficile à mobiliser, on va essayer de faciliter sur AirCaptage la diffusion et l'appropriation par les acteurs des aires d'alimentation de captage. Là, typiquement, pour être plus clair, on peut penser aux données du registre parcellaire graphique, aux données Corinne Landcover, aux études pédologiques. Et donc, côté OIO, sur le portail, on propose des croisements de données avec les périmètres des aires d'alimentation de captage. Donc, on croise, par exemple, les études pédologiques de la base INRAE. Donc, à l'INRAE, il y a l'unité InfoSol qui a une base de données énorme sur les études pédologiques. Et côté OIO, on les met à disposition par rapport aux aires d'alimentation de captage en les croisant. Comme ça, si vous voulez accéder aux études pédologiques qui vous intéressent, vous allez sur votre fiche descriptive de l'AAC et vous accédez facilement au lien vers ces études pédologiques. Et enfin, quand l'information n'est pas centralisée, non disponible, donc il est possible qu'elle existe, mais dans des petites bases de données très locales, c'est là où on va faire appel au rôle des référents, essentiellement des animateurs de captage, mais aussi des services de l'État, pour aller renseigner et alimenter les fiches descriptives des AAC. Donc, c'est un grand objectif, c'est de rassembler tout en évitant la saisie en double. Juste une petite slide, une petite parenthèse sur l'outil SOG, donc, que j'ai mentionné précédemment. Donc, l'outil SOG, qui est souvent peu connu, mis à part par les services de l'État, c'est un outil qui est ouvert à tous. En tout cas, il y a une grande partie qui est visible. Donc, j'ai mis l'adresse et sinon, vous tapez « Suivi des ouvrages Grenelle » dans votre moteur de recherche et vous allez accéder à une page où vous aurez les informations sur l'ensemble des ouvrages prioritaires d'âge 2016-2021. Et à chaque fois, vous aurez l'information sur où on en est dans la démarche. Est-ce que l'étude de délimitation de la AC a eu lieu? Est-ce que le plan d'action a été défini, mis en place, etc. Et donc, c'est vraiment l'information officielle et c'est un outil qui est renseigné par les services de l'État. Et point intéressant et qu'on va essayer de voir au cours de cette webconférence, c'est que l'outil SOG, donc d'une part, les données alimentaires captage et inversement, lorsque vous êtes sur SOG, vous pouvez accéder aux fiches descriptives des AC. Donc, cette synergie, on va la retrouver tout au long de cette webconférence et notamment avec le Sandre, avec ADS et avec les différents outils que l'on va vous présenter. Une petite slide sur la cartographie de aircaptage.fr. Donc, on voit que par rapport au lancement de AirCaptage, la carte s'est enrichie. On a plus de 1150 aires d'alimentation de captage validées, c'est-à-dire 1150 périmètres AAC qui sont mis à disposition du public. Et donc, sur cette cartographie, ce qui est important aussi de noter, c'est qu'on vous propose de superposer différentes couches pour visualiser, par exemple, les cartes géologiques, le registre parcellaire graphique, Corinne Landcover, le découpage cours d'eau, bassin hydrographique. Et donc, dans les zones corps où on voit beaucoup de marron-orange, là, on fait un appel à la validation de ces paramètres. Puisqu'à partir du moment où le périmètre est validé sur AirCaptage, il est transmis au Sandre et ensuite, il devient téléchargeable. J'ai beaucoup parlé des fiches descriptives des AAC et simplement, pour illustrer cela, sur cette diapositive, on voit qu'il y a différents onglets sur la gauche, emprise administrative, démarche de protection, ouvrages et points d'eau, territoire, documents et études. Donc ça va être vraiment une partie qui va rester dans l'évolution du portail web aircaptage.fr. Et c'est ici qu'on centralise et qu'on peut visualiser toutes les informations qu'on a obtenues, soit par synchronisation, soit par croisement, soit par des informations renseignées à la main sur AirCaptage. Donc, on les trouve sur ces fiches individuelles qui peuvent être un bon outil pour communiquer sur vos territoires. Donc, comme je le précise, ça centralise. C'est des fiches évolutives, c'est-à-dire que vraiment, on fait appel aussi à vous pour entendre vos besoins et modifier ces fiches. Donc, là-dessus, l'atelier WooClap de cette webconférence permettra d'avancer. Et donc, l'implication des acteurs pour notamment vérifier, valider et renseigner ces fiches AAC. Au niveau justement de la validation et comment renseigner ces fiches, je vais simplement rappeler les étapes pour rappeler que c'était très simple. Il y a 5 étapes principales. D'abord, créer un compte sur aircaptage.fr. C'est gratuit. Ensuite, indiquer les aires d'alimentation
sur lesquels on travaille. Attention, un seul animateur captage par aire d'alimentation de captage. Donc, si vous êtes plusieurs à travailler sur une même AAC, ou simplement voilà, se partager les codes. Ensuite, vous pourrez modifier en ligne avec un formulaire ces fiches descriptives des AAC. Quand vous validez ces modifications, ça enregistre ces modifications et ça envoie une notification à l'Office international de l'eau. Ensuite, côté OIO, on fait une petite vérification et on publie en ligne. Donc, c'est très rapide. En 24 heures, en général, vos modifications apparaissent grand public sur AirCaptage. Une petite précision, c'est que l'historique des modifications est conservé. Donc, depuis que le portail a été lancé, on peut suivre l'évolution des fiches des aires d'alimentation de captage. Encore deux petites slides avant de laisser place aux différentes questions. Un point important et sur lequel je pense qu'on va travailler davantage suite à la réorganisation avec l'Office français de la biodiversité, c'est tout ce qui est croisement de données. Donc là, j'ai mis quelques illustrations pour vous rappeler ce qu'on peut trouver sur les fiches descriptives. Donc, il y a tous les croisements avec les registres parcellaires graphiques, avec différentes années. Donc, ça peut vous donner une idée de comment a évolué l'occupation des sols, avec Corinne Landcover aussi. Donc, les différentes cultures, les différentes occupations du sol. Cette année, on a mis en place l'agriculture biologique. Donc, les données étaient difficilement accessibles. Et là, on commence à avoir des données fiables à 80-85%. Donc, quand une parcelle est en agriculture biologique, on a fait figurer sur des petites cartographies des AAC ces parcelles, et plus on a les statistiques. Les études pédologiques, ça c'est quelque chose qui est peu connu, mais sur les fiches, vous pouvez visualiser voilà, toutes les études qui ont été réalisées sur totalement ou partiellement l'aire d'alimentation de captage. Donc là, typiquement, pour une AAC donnée, il y a 2 études pédologiques qui ont déjà été réalisées. Et si vous cliquez sur l'étude, ça envoie automatiquement un mail à Infosol de l'INRAE et l'INRAE vous mettra à disposition gratuitement ces études. Donc ça peut être très intéressant voilà, pour mieux connaître la pédologie de vos territoires. Au niveau des perspectives d'évolution, simplement pour vous dire qu'actuellement, on travaille d'une part sur le registre parcellaire graphique et notamment les séquences de culture. Donc, c'est tous les travaux liés au projet RPG Explorer de l'INRAE. Et l'autre point sur la BNVD, tout ce qui concerne les produits phytosanitaires. Là également, des échanges sont en cours pour travailler là-dessus et faire des croisements. Voilà. Pour conclure et rester dans les temps, donc c'est un portail pour rassembler et diffuser les données liées aux aires d'alimentation de captage. Grâce à vous, on a actuellement 1150 AC validés. Donc, ça ouvre des perspectives pour AirCaptage, puisqu'on va pouvoir faire des croisements pertinents à l'échelle nationale. Mais c'est aussi pertinent et intéressant pour l'ensemble des acteurs, puisque ces données sont téléchargeables. Donc, AirCaptage, c'est une petite brique pour aider à mieux préserver les ressources en eau. Et aujourd'hui, lors de la webconférence, on va voir les différentes briques qui s'assemblent et qui surtout interagissent. Donc, c'est ça qui va être assez intéressant, c'est de voir que les petites briques, elles s'assemblent et surtout, il y a des synergies à développer pour mieux préserver les ressources en eau. Donc, voilà, je m'arrête et on va pouvoir passer aux questions. S'il y a quelques questions, avant de laisser la main ensuite à Florine Leveuc du Sambre. Alors, hop. Donc, je reprends les questions dans l'ordre. Alors, la première question, besoin d'enrichissement des couches AAC. Donc, il y a pas mal d'informations pour enrichir ces fiches. Alors, voilà, c'est intéressant voilà, par le chat. N'hésitez pas, comme Monsieur Nolo, de mettre ce qui vous manque en termes de données sur les aires d'alimentation de captage. Et l'atelier WooClap du milieu de la webconférence vous aidera également à vous exprimer. On vous sollicitera sur le sujet. Alors, une question aussi, il manque beaucoup d'AAC sur la carte S normale. Alors, s'il manque des AAC, c'est simplement que soit l'animateur, soit les services de l'État, essentiellement DDT de Réal, ne nous ont pas envoyé le périmètre. Après, on estime à peu près à 85-90% des périmètres disponibles en France qui sont présents sur AirCaptage. Donc, voilà, il y a encore du travail
à faire, mais on a quand même l'essentiel des aires d'alimentation de captage qui commencent à apparaître sur Air Captage. Qui met les jours, les fiches AAC et sur quelle source? Alors, les fiches des AAC, elles sont mises à jour par l'Office international de l'eau, donc qui anime le portail. Et comme je l'ai dit dans la présentation, soit ces fiches sont alimentées par des synchronisations avec des bases de données externes, soit c'est vraiment l'animateur captage qui demande un compte et qui va alimenter et modifier les fiches. Est-ce que l'outil SOG intégrera ensuite les captages sensibles au titre des stages, idem pour les aires de captage? Donc là, c'est une question pour laquelle je n'ai pas la réponse et on fera remonter au ministère. Ce que je peux dire, c'est que l'outil va évoluer puisque la liste des ouvrages d'âge 2022-2027 va bientôt paraître, et en cours de construction, et donc de nouveaux captages risquent d'apparaître sur SOG. Mais pour l'instant, c'est les seules évolutions à ma connaissance de prévues. À ma connaissance, Domino permet de croiser aussi des données agronomiques culturelles et permet un suivi des actions. Alors, envisagez-vous de proposer des fonctionnalités similaires à destination des animateurs AC? Dans un premier temps, on ne pourra pas aller aussi loin que Domino. Et donc, c'est pour ça que les outils locaux ont vocation à continuer à exister, parce que voilà, on n'aura pas exactement le même périmètre. Mais je pense que dans les évolutions, effectivement, si c'est vers l'agronomie que ça intéresse le plus de personnes, il faudra qu'on aille dans cette direction. Donc rien n'est figé et ça dépendra un peu des besoins. Mais dans un premier temps, on n'ira pas aussi loin que Domino. Ensuite, est-ce que renseigner et compléter les fiches est à destination unique du grand public? Non. C'est également un outil qui est utilisé par des bureaux d'études, par des centres de recherche, par des acteurs publics. Donc, il y a par exemple des DDT sur leur site qui utilisent les fiches descriptives pour présenter les AAC de leur territoire. Donc, c'est vraiment multi-public. Est-ce que les données cartographiques d'air captage peuvent être accessibles en flux pour alimenter directement notre SIG? Oui, tout à fait. On fait ça avec le programme ressources, par exemple. Donc, c'est des flux, des web services. Donc, c'est un peu technique, mais en tout cas, toutes les données voilà, sont mobilisables pour alimenter aussi vos portails. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des besoins spécifiques. Et je vais prendre encore 2 questions. Et ensuite, si je n'ai pas répondu, on vous répondra par mail. Est-ce que pourrait-on envisager la même chose pour les périmètres de protection? Donc, tout ce qui est PPC, oui, pour l'instant, n'est pas traité par Air Captage. Côté ministère, il me semble que des bases de données sont en cours de construction. Mais pour l'instant, on s'est focalisé sur les AAC, dans le sens où déjà, il y avait beaucoup de confusion entre PPC, AC, ZPAC. Et donc, le focus était sur les aires d'alimentation de captage et la lutte contre les pollutions diffuses. Dans le cadre d'une étude AAC menée par un bureau d'études, c'est à eux ou à l'animateur qui doit alimenter. En fait, il n'y a pas vraiment de règle. Il suffit de définir entre vous quelle est la personne qui souhaite. Donc, c'est sur du volontariat. Pour nous, ce qui est important, c'est qu'il y ait une seule personne. Mais après, voilà, il n'y a pas de règle précise. Et si vous demandez à un bureau d'études, par exemple, de faire l'étude, vous pouvez lui demander dans son contrat de renseigner le portail. Ça peut être une idée. Mais il n'y a pas de règle, mis à part une seule personne référente par AC. Il y a une problématique Vigipirate pour les périmètres de protection. Effectivement, c'est une question qui s'est posée, et notamment pour diffuser les XY des ouvrages. Donc, côté air captage, voilà, il y a des règles avec Vigipirate où on ne peut pas diffuser. C'est XY. Donc, effectivement, si on diffuse les périmètres de protection rapprochés, ou immédiats plutôt, immédiates, ça peut poser des problèmes de sécurité. Voilà. Et comme le dit ma collègue Julie Magnier, on va en rester là pour les questions. Par contre, n'hésitez pas voilà, à les mettre dans le chat ou sinon via animation-captage@oio.fr, on répondra. Voilà. Merci, désolé pour les questions auxquelles je n'ai pas répondu. Et là, je vais passer la main à Florine Leveugle du Sambre qui va vous présenter le Sambre et les données liées aux AC. À toi, Florine.
Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous présenter ce qu'est le Cendre et à quoi ça sert et comment mobiliser les jeux de données qui sont présents sur le site du Cendre. Donc, en fait, le Cendre, c'est le service d'administration des données et des référentiels sur l'eau. Donc, en fait, quand deux personnes discutent ensemble, elles choisissent une langue commune, un champ lexical. Dans le domaine de la vie courante, vous avez des champs lexicaux bien spécifiques pour la cuisine, pour la musique, pour l'aéronautique. Donc, dans le domaine de l'eau, c'est pareil. Et on a même classé ça en sous-domaines. Donc, on a des champs lexicaux pour l'assainissement, l'eau potable, l'hydrométrie. Donc, pour créer ce langage commun, en fait, on se met d'accord pour définir des concepts dans le domaine de l'eau, comme par exemple les obstacles à l'écoulement, qu'est-ce que l'épandage de fertilisants. Et après, en fait, on définit des listes communes de codes qui servent à identifier de manière unique un objet. Donc, ces codes, plus des informations décrivant sommairement l'objet, constituent une donnée de référence. Donc, par exemple, ici, un jeu de données. Donc, un jeu de données, c'est l'ensemble des données de référence. Pour aire d'alimentation de captage, vous avez une donnée de référence. Je vous ai mis le code 123. Donc, le code 123 fait référence à l'AAC Milly La Forêt 1. Vous avez ici la représentation à droite. Donc, ça, c'est une donnée de référence. Ces concepts, en fait, peuvent être liés entre eux, ce qui forme un modèle de données. Ce modèle de données, en fait, est fourni dans un dictionnaire de données où vous allez retrouver une définition sur chacun de ces concepts. Donc, ce dictionnaire est à destination d'acteurs qui seraient intéressés de stocker ou d'échanger les données selon les prescriptions du Cendre. Donc, thème après thème, le Cendre élabore, diffuse de nouvelles spécifications techniques et libres d'utilisation. On s'appuie en fait sur des normes informatiques open source, indépendantes de choix technologiques qui sont faits par le système d'information sur l'eau. Donc, le Cendre en fait constitue un socle commun des données sur l'eau. Il est composé donc de documents de spécification dont font partie les dictionnaires, de jeux de données de référence, et aussi on a des services en ligne qui permettent en fait de mettre à disposition cette documentation et ces jeux de données. J'ai fait très rapide, mais vous avez donc le lien vers le site du Cendre, donc c'est cendre.france.fr. Et en dessous, je vous ai mis une petite vidéo voilà, qui dure que 2 minutes, mais qui est un peu plus complète de que les propos que je viens d'avoir en fait. Donc, au Cendre, vous allez retrouver quoi? Alors, j'ai sélectionné quelques jeux de données qui pourraient être intéressants pour vous. Au Cendre, vous allez avoir donc, les aires d'alimentation de captage comme référentiel. Vous allez avoir un jeu de données sur les ouvrages de prélèvement, donc les OPR. Donc, un ouvrage de prélèvement, c'est une ressource avec un ou plusieurs points associés. Vous allez avoir les zones de répartition des eaux. Donc, une zone de répartition des eaux, c'est une zone où le seuil d'autorisation ou de déclaration des prélèvements, que ce soit en eau de surface comme en eau souterraine, qui sont abaissés. Donc, par exemple, quand on est supérieur à 8 mètres cubes par heure de prélèvement, du coup, là, on est soumis à autorisation quand on est dans des ZRE. Sinon, le reste, c'est déclaration. Donc, pour ces ZRE, vous allez retrouver une couche, soit une couche communale, soit une couche de limite par bassin hydrographique ou système aquifère quand on est en eau souterraine. Vous allez avoir aussi disponible sur le site du Cendre la couche des périmètres de gestion collective. Donc, les périmètres de gestion collective, c'est une portion du territoire sur laquelle l'autorisation de prélèvement en eau à usage irrigation est délivrée à une période, à une ressource donnée par un OUGC, donc un organisme unique de gestion collective. Donc, je vous ai mis aussi les zones vulnérables. Donc, les zones vulnérables, c'est une partie du territoire où la pollution de l'eau par des rejets directs ou indirects des nitrates à origine agricole ou d'autres composés azotés est susceptible de transformer en nitrate, menace à court terme la qualité du milieu aquatique et particulièrement l'alimentation en eau potable. Donc, sur le site du Cendre, vous allez retrouver cette couche zone vulnérable, soit avec des limites communales et avec des limites, bientôt avec des limites cadastrales.
Je vous ai mis aussi la couche des cours d'eau. Donc là, on est sur la BD Topage Métropole 2019. Voilà, on diffusait encore il y a quelques années, enfin on diffuse toujours la BD Carthage pour ceux qui connaissent. La différence entre la BD Carthage et la BD Topage, la BD Topage est en fait il y a plus de cours d'eau. Voilà. Après, je vous ai mis les masses d'eau cours d'eau. Donc, on diffuse toutes les masses d'eau. Donc, les masses d'eau, c'est l'unité d'évaluation de la directive cadre sur l'eau. Sur le site du centre, vous avez aussi du coup le référentiel des points d'eau. Donc, un point d'eau, c'est un accès naturel ou artificiel, permanent ou temporaire à l'eau souterraine. Un point d'eau est identifié en vue d'effectuer de la surveillance, de la connaissance, de l'exploitation, de la recherche en eau souterraine. Donc, ici, en fait, on ne va pas avoir des codes cendres, mais on va avoir des codes BSS qui sont gérés par le BRGM. Au centre aussi, on diffuse d'autres référentiels qui ne sont cette fois-ci pas géographiques, comme les paramètres. Par exemple, si on souhaite échanger de la donnée sur le nitrate, on va avoir un code cendres nitrate. On va diffuser aussi le référentiel des dispositifs de collecte. Donc, un dispositif de collecte, en fait, c'est le cadre dans lequel sont faites les analyses ou les observations. Et un référentiel des intervenants qui repose principalement sur le code SIRET des organismes. Tout ça, en fait, tous ces référentiels nous permettent d'avoir un socle commun et de parler de la même chose avec un code unique pour chaque objet. Donc maintenant, comment les mobiliser sur le site du centre? Je sais que ce n'est pas toujours facile sur notre site. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous cherchez un jeu de données complet, comme ici, je vous ai mis aire d'alimentation captage, soit vous cherchez plutôt une donnée particulière, une aire d'alimentation particulière. Donc, il y a deux possibilités. Quel que soit le jeu de données que vous cherchez, un jeu de données complet, il faut aller sur le site, sur l'Atlas catalogue du centre. Donc, je vous ai mis ici l'adresse. Dans le moteur de recherche, vous indiquez en fait la couche recherchée. Donc, j'avais mis ici, par exemple, AAC. Une fois que vous avez indiqué AAC, vous arrivez sur cette recherche. Donc, moi, je vais sélectionner les AAC France entière, mais vous pouvez aussi avoir les AAC CUB Métropole ou de Guadeloupe, par exemple. Quand vous cliquez sur vous arrivez en fait sur ce résultat de recherche, vous arrivez sur une fiche qu'on appelle une fiche de métadonnées, qui est assez longue, qui reprend tout d'abord la définition du cendre, et après vous avez toute une liste de téléchargements et de liens. Donc là, j'ai repris quelques liens qui me semblent importants. Donc, pour télécharger ce jeu de données AAC sous forme géographique, vous avez plusieurs propositions de formats, en format Shape, GeoPackage ou MIFMID. Donc, le plus utilisé, c'est le format Shape. Quand vous cliquez sur ouvrir le lien, vous avez derrière en fait un fichier zippé. Si vous ouvrez en fait ce fichier zippé, après il vous suffit en fait de cliquer sur le dossier, de l'ouvrir via un outil SIG. Bon, moi j'ai utilisé QGIS et vous avez tout de suite la carte qui apparaît des AAC. Vous avez la possibilité aussi de télécharger les AAC en format CSV, en format tabulaire. Je vous ai mis dans ces liens utiles sur cette fiche, vous avez aussi le lien AAC ouvrage. C'est pareil, vous téléchargez, vous avez un fichier en CSV, donc c'est un fichier sous forme tabulaire. Vous pouvez l'ouvrir avec LibreOffice, OpenOffice ou Excel. Et vous avez aussi un lien ouvrage de prélèvement, point d'eau. Bien sûr, ce lien existe que si les ouvrages sont en eau souterraine. Maintenant, pour les jeux de données, du coup, si vous cherchez plutôt une donnée particulière, cette fois-ci, l'entrée, ça serait le site du cendre, où là, en fait, il faut cliquer sur « Rechercher un code cendre », donc la petite imagette. Et ici, vous arrivez sur un formulaire. Donc, vous indiquez ce que vous recherchez, donc soit le nom de l'AAC. Vous sélectionnez bien le jeu de données. La liste déroulante est assez longue, il y en a une trentaine.
et vous sélectionnez aire d'alimentation de captage. Bon, comme ça commence par un A, c'est le premier de la liste. Et après, vous avez une autre possibilité, c'est si vous connaissez le code de l'AAC, vous avez une adresse id.france.fr/AAC et là, vous mettez le code de l'AAC. Donc ici, 1, 2, 3. Mais cette adresse fonctionne pour tous les AAC qui ont été validés. Si vous connaissez le code, vous accédez directement à sa fiche. Donc voilà à quoi ressemble une fiche sur le site du centre. Donc très peu d'informations. Les informations essentielles pour que ça soit une donnée de référence, c'est-à-dire une géographie, un nom, un code centre, la circonscription de bassin, dans quel bassin elle se situe. Donc pas d'informations au métier, en tout cas liées à cet AAC. On est bien sûr un jeu de données de référence. Vous avez la possibilité de télécharger ce périmètre avec plusieurs formats, hein, il y en a vraiment beaucoup. Voilà. Soit vous téléchargez juste cet AAC, soit vous avez encore quand même la possibilité de télécharger le jeu de données complet, juste en dessous. Je voulais faire quand même un petit point en disant, voilà, la fiche du centre, c'est bien une donnée socle, c'est un nom, un code, une géométrie. C'est vraiment le minimum pour qu'on évite les doublons et qu'on soit bien d'accord sur de quel AAC on parle. Cette fiche chambre n'est valable que si, côté aire d'alimentation de captage, la fiche a été validée, vérifiée et validée. Par contre, voilà, dans aire captage, c'est vraiment, vous avez forcément les informations qu'il y a au centre, mais avec beaucoup plus d'informations, comme vous l'a expliqué Simon. J'ai fini ma présentation, je pense que j'étais un peu rapide. Je ne sais pas si vous avez des questions. Parfait, Florine, merci. Effectivement, il y a quelques questions donc, je vais te poser. La première, c'était est-ce que les champs captants sont référencés dans le centre ou doit-on parler d'ouvrages de prélèvement, mais ces derniers ne sont pas utilisés par les ARS? Alors, en fait, on est bien sur des ouvrages de prélèvement. En effet, les ARS, eux, ils parlent de code CISO. Alors, on est en communication avec eux. Hein. Ils ont des codes CISO pour leurs points et puis pour leurs champs captants. Voilà, on est en train de voir avec eux pour travailler, pour justement qu'ils puissent utiliser nos codes ou soit qu'on puisse faire un appareillement entre les codes cendres et les codes CISO. C'est en cours. On a un lien avec, si on est en eau souterraine, on a un lien avec les codes BSS et les codes BSS, on peut retrouver le code de CISO. Après, on est sur des champs, sur des prélèvements en eau de surface, là, c'est plus compliqué. Mais voilà, c'est en cours. Une deuxième question, Florine, mais je pense qu'il rejoint aussi un peu et qui s'adressera peut-être aussi à Stéphane Olani du BRGM. Est-ce que les points d'eau code BSS sont géoréférencés? Est-ce qu'ils permettent l'accès aux prélèvements agricoles? Alors oui, ils sont géoréférencés. Après, je laisserai peut-être Stéphane pour... Est-ce qu'il y a des... J'ai pas entendu la dernière. Est-ce que ça peut accès aux prélèvements agricoles? Est-ce que il y a des informations liées aux prélèvements agricoles pour les BSS? Il me semble qu'on sait juste que ça a usage irrigation, par exemple, ou à usage pour l'élevage, mais je ne pense pas qu'il y ait d'autres informations. OK. Dans le cadre où il n'y a pas encore eu d'étude de délimitation d'AAC sur un territoire, on ne peut pas avoir de couche sur cendre, n'est-ce pas? Là, je peux répondre hein, concrètement. Effectivement, pas de code cendre si le périmètre n'est pas défini et pas validé non plus. Tout à fait. Est-ce qu'il est prévu que les données mensuelles du contrôle sanitaire soient cendrifiées ou cendrées? Ouais. Actuellement, il faut faire la correspondance entre les codes CISO des paramètres et les codes cendres. Bah, tout à fait. Bah, c'est en cours hein, de discussion avec la santé. Voilà. Donc, mais pour l'instant, c'est compliqué. Et la dernière question, Florine, est-ce que le jeu de données présenté était en WGS 84? Est-ce que l'on peut choisir son système de projection avant de télécharger le jeu de données? Alors oui, oui et non, j'ai envie de dire non. Là, c'est parce que j'ai pris France entière, donc c'est en WGS 84. Après, si vous choisissez Métropole, il me semble que c'est en Lambert 93. Et si vous choisissez Guadeloupe, ça sera en fonction de, je ne sais plus du coup la projection, mais du système projection pour la Guadeloupe.
Voilà, donc en fait, ça va dépendre en fait de ce que vous allez choisir. Hop, je reviens sur ma diapo ici. Donc en fonction en fait de l'emprise géographique choisie, vous allez avoir la projection adaptée à l'emprise. Mais c'est parce que là, j'ai choisi France entière, donc forcément, il y en a dans les DOM, donc on a fait du WGS. Voilà. Ok. Et là, bon, on va prendre la toute dernière question. Qui est chargé de valider les données, par exemple les délimitations des AC? Donc là, côté air captage, on a vu avant voilà, le rôle des animateurs, des services de l'État. Et ensuite, Florine, si tu peux dire peut-être un mot sur comment vous validez les données quand on voit air captage. Donc en fait, on reçoit les données de air captage, donc on vérifie si les données obligatoires sont renseignées. La plupart du temps, oui. Hein. Comme je l'ai dit, il nous faut surtout un code, un nom et une géométrie. Il faut que la géométrie soit valable et qu'il n'y ait pas de trou, par exemple. Donc voilà, on va surtout vérifier la géométrie. Et voilà, donc après, c'est des vérifications vraiment sur le fond et la forme, en fait. Hein. Le fond, c'est est-ce que les attributs, en fait, toutes les informations qu'on attend, est-ce qu'on les a reçues? Et après, c'est est-ce que la géométrie que l'on reçoit, c'est une géométrie acceptable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de doublon de points, par exemple, au sein du polygone, qu'il n'y ait pas de trou voilà, dans le polygone. Et dans ces cas-là, en fait, on demande à Air Captage s'il y a un souci de voir avec la personne qui avait envoyé la donnée pour pouvoir modifier ce périmètre. Parfait. Bon, merci beaucoup, Florine. Merci aussi pour vos questions. Je vous propose qu'on passe à la troisième présentation. Donc, je laisse la main à Frédéric Joubert de Charenton. Bonjour, est-ce que vous voyez le diaporama du coup, s'il vous plaît? Parfait, parfait. Ok. Donc bonjour à tous. Du coup, alors moi j'ai recentré la présentation essentiellement sur le volet capitalisation des données, enfin données, mais aussi la manière dont on peut les capitaliser, les partager. Donc voilà. Hop. Donc, quelques mots d'abord. Donc, moi, je suis agent à Charenton. Donc, Charenton, c'est un syndicat mixte départemental qui est situé en Charente et qui apporte l'assistance technique dans le domaine de l'eau, que ce soit sur l'eau potable, milieu aquatique, assainissement non collectif et assainissement collectif. Donc, dans ce cadre-là, en fait, on est amené à faire des missions d'animation sur les aires d'alimentation de captage, donc pour le compte de collectivités eau potable. Donc, j'ai recentré la présentation sur les données, évidemment, en lien avec les captages. Donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin de données donc dans nos missions d'animation? Évidemment, déjà pour connaître le territoire au moment des phases d'état des lieux, de diagnostic de territoire, pour savoir quelle est la situation aujourd'hui au niveau de l'aire d'alimentation et surtout ses tendances d'évolution. D'essayer de triturer entre guillemets ces données pour voir comment expliquer la situation en termes de qualité des eaux et essayer de bien confronter les données à l'échelle de son territoire pour expliquer ces données. Voilà, ça c'est important parce que finalement chaque aire d'alimentation a sa spécificité et d'essayer d'arriver à chercher à chaque fois les détails qui expliquent la situation, ça paraît important. D'autre part, du coup, cette connaissance permet aussi de travailler sur les leviers du plan d'action qu'on va pouvoir actionner et qu'on va pouvoir actionner de manière efficace. Essayer de ne pas forcément avoir un plan d'action entre guillemets tout près ou identique d'une aire d'alimentation à l'autre, alors que chacune a sa spécificité. Et puis ces données elles peuvent servir également à calculer quel est l'impact qui est attendu au niveau des programmes d'action. Deuxième objectif du stockage ou de l'utilisation de la donnée, c'est l'évaluation de la mise en œuvre, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a défini notre plan d'action, faut bien qu'on arrive à suivre les opérations et voir comment les objectifs qu'on s'était fixés sont atteints, avec quelle ampleur les actions ont été mises en place, et puis est-ce que finalement on arrive à ce qu'on avait espéré.
Du coup, au niveau des données qu'on mobilise, j'ai fait très simple là pour la présentation. En gros, au niveau des données pour nous qui sont incontournables, évidemment, il y a toutes les données qualité au brut. Donc à ce sujet-là, nous, on utilise vraiment uniquement les données du contrôle sanitaire de l'ARS. Donc on reçoit directement depuis l'ARS, ce qui nous permet d'avoir une bonne réactivité du coup dans la transmission des informations. On fait délibérément pas le choix d'utiliser les données, par exemple, des exploitants des captages parce que on n'est pas forcément sûr de la fiabilité des données. On ne connaît pas systématiquement la manière dont l'étalonnage peut être fait ou leur système d'échantillonnage. On a des systèmes de prélèvement aussi qui sont un peu particuliers parfois et en gros, ce serait un peu bancal de les utiliser. Donc, on a toujours fait le choix depuis le début d'utiliser uniquement les données ARS. En fait, on s'était mis d'accord aussi avec l'ARS pour avoir un rythme d'analyse qui nous permette quand même d'avoir des chroniques cohérentes aussi d'une année à l'autre et adaptées pour avoir un bon suivi de la qualité de l'eau. Donc, notamment aussi au niveau du cortège de molécules, c'est-à-dire qu'on avait fixé avec l'ARS le type de matière active qui serait intéressante à suivre au regard de ce qui était utilisé sur les aires d'alimentation de captage. Donc ça date un petit peu, on aurait tout intérêt à refaire un peu l'exercice, mais en tout cas, c'est un travail qui avait été fait. Au niveau de la mise en valeur aussi de ces données-là, on essaie de se restreindre à quelques données un peu clés pour les présenter, en particulier aux élus ou aux partenaires. On essaie de ne pas trop se disperser dans des analyses. Voilà, on part sur des choses assez simples, hein, maximum, minimum, moyenne, fréquence de dépassement. Voilà, on ne s'éparpille pas trop. Par contre, on essaie aussi de travailler à mettre ça en regard au niveau du fonctionnement hydraulique ou hydrologique du territoire quand on peut. Parfois, c'est pas très simple, c'est même souvent pas très simple. Et surtout, d'essayer de soigner la valorisation des données pour les faire parler un maximum. Donc, on a des fiches qualité au brut qu'on produit chaque année, que ce soit pour les partenaires ou pour les agriculteurs. On travaille en ce moment aussi à des fiches plutôt à destination du grand public. Voilà, donc on essaie d'adapter différents formats pour que les données présentées soient le plus possible intelligibles. Alors, juste sur là, je passe sur le tableau, quelques exemples de données, la manière dont on les valorise. On fait des choses assez simples quand on fait des comités de pilotage pour que les gens puissent rapidement voir si la situation est bonne ou pas bonne. Alors, c'est très simpliste, un peu binaire, mais au moins, ça permet de se recaler rapidement sur les objectifs. Là, cette courbe-là, c'est un exemple sur les courbes pesticides qu'on utilise plutôt avec nos partenaires. L'idée, c'est d'arriver à mettre en avant d'un coup d'œil rapide à la fois l'évolution du cortège de matière active qu'on retrouve au niveau du captage, quelles sont les molécules qui peuvent avoir un dépassement à l'échelle individuelle, et puis quel est leur usage, donc avec un petit système d'icônes pour savoir si on a affaire à des herbicides ou à autre chose, si on est sur des métabolites ou sur la molécule initiale, etc. Donc, à chaque fois, on se re-questionne. On n'est pas sûr d'avoir toujours les bonnes réponses, d'ailleurs, sur la manière de valoriser les données, mais on essaye de se questionner un maximum pour essayer de rendre les choses les plus claires possibles et accessibles, notamment au travers de ces fiches qualité annuelles. Donc après, la grosse difficulté que nous, on a sur la valorisation et la mise en valeur de ces données, c'est que finalement, on a des panels de matières actives analysées qui peuvent changer d'une année à l'autre ou des seuils de quantification qui bougent. Et ça, pour arriver à le mettre en valeur sur un graphe ou sur une fiche sans faire des paragraphes de 10 lignes, c'est un peu compliqué. Et ce qui fait que c'est toujours l'exercice, je trouve, de valorisation des données, toujours un peu complexe quand il manque ce type d'informations. Parce que du coup, on peut avoir l'impression que d'un coup, il y a une explosion, par exemple, des pesticides sur un captage, alors qu'en réalité, c'est juste qu'on cherche quelque chose qu'on n'avait pas cherché au préalable. Et je trouve que c'est toujours un exercice compliqué d'arriver à communiquer là-dessus. Et l'autre grosse difficulté qu'on a, c'est d'arriver à dégager une tendance. Alors, si quelqu'un a une solution miracle, on est très preneur. Mais au final, on arrive à mettre des données très factuelles, de moyenne, de minimum, de maximum, à mettre des courbes, mais finalement, dégager une tendance et arriver à dire de manière un peu fiable si on évolue dans le bon sens ou pas,
au final, aujourd'hui, nous, on n'a pas l'impression d'être très serein là-dessus. Sur quel pas de temps on se base pour tirer ses conclusions, avec quels critères. Enfin, c'est des choses sur lesquelles on ne se sent pas très à l'aise. Et finalement, c'est quand même un petit peu la question centrale de nos programmes. Donc, quand on se retrouve face à des élus qui ont envie de savoir si les choses s'améliorent, je trouve qu'on est toujours un petit peu à court d'arguments pour avancer des choses avec certitude. Autre donnée pour nous incontournable, c'est les données agricoles. Donc ça là-dessus, bon, on a parlé pas mal sur les présentations précédentes. Donc nous, la base de la base, c'est RPG, données hygiène. Après, on a complété tout ça avec des données également sur les pratiques agricoles. Donc on a mené des enquêtes très simples auprès des agriculteurs, donc qui ne leur prenaient pas beaucoup de temps, en tout cas c'était l'idée quand ils ne sont pas trop bavards, mais qui ne cherchent pas à savoir exactement les pratiques précises à la parcelle ou à simuler des fuites d'azote ou des risques phyto très précis, mais plutôt de connaître les agriculteurs du territoire, à la fois sur évidemment des éléments liés à leurs pratiques et à leur système de production, mais aussi tout leur réseau professionnel, la manière dont leurs exploitations sont susceptibles d'évoluer dans l'avenir, quels sont leurs ressentis sur les questions environnementales, leur positionnement, comment est-ce qu'ils s'organisent dans leur système de production, leur matériel, etc. Puisque le but, finalement, c'est à la fois, évidemment, d'identifier des facteurs de risque sur la qualité de l'eau, mais surtout d'identifier la manière dont on pourra activer demain des leviers pour faire évoluer le territoire et les pratiques des agriculteurs. Donc, nous, on l'a mis en place, notamment au moment de l'évaluation de nos précédents programmes d'action. Ça a été voilà, très fructueux à la fois en termes de données, de contact avec les agriculteurs. Et pour nous, c'était une mine d'infos pour travailler sur les programmes d'action. Et on se réfère à ça tout le temps dans le travail qu'on peut mener auprès des élus, auprès de nos partenaires, quoi. Donc ça, c'est un parti pris. Il y a plein de secteurs sur lesquels, au contraire, c'est des données très précises qui sont prises à la parcelle pour vraiment savoir quelles sont les fuites d'azote, etc., etc. Voilà, on a pris une autre stratégie, mais c'est tout aussi, à mon sens, pertinent pour refaire avancer les choses. Idem sur le volet filière, donc très important de collecter de l'information là-dessus sur la production, commercialisation, les tendances d'évolution. Voilà, pour nous, c'était porteur aussi de travailler là-dessus. Bien important, enfin, ce qui est fondamental aussi, c'est de confronter ces données entre elles, dans le temps, par secteur, parce que c'est ça qui va faire parler le territoire et voir quelles sont les marges de manœuvre de son territoire pour pas appliquer un plan d'action un peu tarte à la crème un peu partout de la même manière. Là, ça permet vraiment d'identifier les marges de manœuvre de son territoire. Nous, on a vraiment des secteurs géographiquement très, très proches, avec des systèmes de production très, très proches, et qui pourtant n'ont pas du tout la même dynamique ou la même réceptivité. Enfin voilà, on ne peut pas prendre les gens de la même manière, entre guillemets. Les grosses difficultés qu'on a sur ces données agricoles, nous, c'est un peu le sujet qui revient en permanence, c'est qu'on a des listes d'agriculteurs, mais qu'elles ne sont pas forcément actualisées, qu'on essaie de compléter ça par beaucoup de terrain, mais qu'on court, c'est toujours la course à l'échalote pour avoir quelque chose de complet, d'à jour, et voilà, donc ça c'est très compliqué pour nous d'avoir ces éléments-là. Quand on les a, c'est top, mais on n'a pas forcément le lien avec le volet cartographique, donc c'est aussi un problème. Donc on a testé plein de choses. 10 ans après, on est toujours au même point d'avoir des choses complètement bancales sur ce sujet, et je trouve que c'est une vraie difficulté pour l'animation, en fait. Je ne rentrerai pas dans le détail parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais évidemment, on capitalise pas mal d'autres données sur les données assainissement grâce au SPANC et sur l'assainissement collectif, sur la qualité des rejets, etc. On a tout ça qui est à notre disposition. On a toutes les données, évidemment, sur les réglementations qui sont en vigueur, les zonages, etc. Le réseau d'acteurs locaux, quels sont les acteurs qui peuvent interagir avec l'organisation du territoire, l'occupation du sol, le risque de pollution, quels sont les liens entre eux. Et puis bien d'identifier aussi les acteurs qui sont susceptibles d'engager des démarches similaires à ce qu'on porte nous au niveau de la qualité de l'eau. Donc, parfois, ça peut être dans le cadre de plans alimentaires territoriaux, par exemple. Ce n'est pas du tout les mêmes enjeux, mais on va avoir des actions qui vont se croiser. Donc tout ça, c'est hyper important aussi à capitaliser, à sectoriser, pour savoir là encore ce qu'on va pouvoir activer sur notre territoire pour passer à l'action.
Après, on peut avoir des données qui sont parfois un peu manquantes sur les volets secteurs à risque, sur les données haies, par exemple. Ça, c'est un peu dommage. On n'a pas toujours des choses très, très complètes, loin de là. Et puis, on a des données qu'on n'utilise, nous, pas du tout, qu'on a déjà collectées par le passé, mais qu'on n'utilise pas. C'est surtout ce qui est usage phytosanitaire non agricole ou les données des entreprises. Bon, c'est parce que ce ne sont pas des enjeux très fondamentaux sur nos aires d'alimentation. On serait sûrement plus attentif si c'était le cas. Voilà. Donc, toutes ces données-là, on essaie de les capitaliser le plus proprement possible. Et du coup, surtout, là, ce qui nous importe, une fois qu'on a passé l'étape de diagnostic, c'est de passer au suivi des actions. Donc, sur nos précédents contrats, on avait des choses pas très carrées ou en tout cas insuffisamment étayées en termes d'objectifs. Donc, on avait une liste à la Prévert d'actions, mais les objectifs, eux, n'étaient pas très bien affichés, excepté sur le volet qualité de l'eau. Donc là, sur les nouveaux contrats, on a vraiment essayé de travailler à une vision très claire, un nombre d'actions qui est limité. On connaît les objectifs à atteindre en termes de qualité des eaux. Pareil, en termes de surface à atteindre sur telle ou telle action. J'ai mis l'exemple des surfaces en bio, par exemple. À chaque fois, on a une action, une ambition, des moyens d'action et des indicateurs de suivi pour la mise en œuvre. Donc tout ça est très bien écrit dans nos contrats. Mais en vrai, c'est compliqué. En vrai, on galère pas mal parce que finalement, on a des difficultés sur la collecte de certaines données. J'ai mis un exemple. Nous, on suit de très près tous les investissements qui sont faits par les agriculteurs parce qu'on les accompagne dans leurs projets d'investissement. Voilà, le plan de relance France Agrimer est sorti en 2021. Il y a eu sûrement plein d'agriculteurs qui sont engagés là-dedans. Pour l'instant, c'est une galère sans nom pour avoir les données. Et je ne suis pas sûre qu'on les ait un jour. Donc, on perd de l'information, ce qui est assez dommage. Parfois, on peut avoir des données sur la capitalisation de ces données et puis sur leur valorisation. Donc, comment est-ce qu'on rend l'action qu'on met en place très intelligible au regard d'un objectif qualité? Moi, j'ai mis un exemple, j'avais cité un élu qui nous avait dit moi, je suis cartésien, vos actions, ça sert à quoi concrètement? Au moins une unité de traitement, ça marche. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Sauf que nous, en face, on leur met des actions, une SAU touchée par des MAE ou autres. Et franchement, ça, pour des élus un peu sceptiques ou des partenaires qui seraient vraiment en attente de concret, je trouve qu'on ne va pas assez loin dans l'exercice et finalement, ça ne dit pas vraiment comment les choses évoluent sur le territoire. Et ça, c'est pour moi une vraie difficulté. Frédéric, encore 2 minutes. Au niveau du timing. Ouais. Du coup, juste sur les logiciels qu'on utilise pour capitaliser nos données, donc on a mis en place un logiciel métier, donc Odelian, qui a été co-développé avec la société Envidis et d'autres collectivités eau. Donc, le gros plus de l'outil, c'est que ça nous permet de capitaliser toutes nos données individuelles agricoles, donc au travers de fiches, un peu comme un fichier client, on va dire. Donc, on a sa petite fiche d'identité avec sa SAU, le nombre de TP qu'on a, les contacts, évidemment, son parcellaire quand on l'a. On a des informations sur son environnement professionnel, ses coopératifs, le technicien qui assure son suivi. Et puis, on peut du coup capitaliser les actions dans lesquelles cet agriculteur s'est engagé dans le cadre de nos contrats, ce qui nous permet du coup ensuite d'avoir une vue un peu plus globale sur toutes les actions qu'il a pu engager. Et voilà, donc ça c'est assez précieux. En pratique, on aurait aimé pouvoir utiliser l'outil de manière un peu plus importante pour un suivi plus global de nos actions. Là, on est un peu nous frustrés là-dessus. Pour l'instant, ça ne répond pas à ce qu'on aimerait. Du coup, on est obligé de faire coexister ça avec des bons vieux fichiers Excel de suivi de nos actions pour pouvoir tenir ça à jour. Pareil pour la mise en œuvre de notre fameux tableau de bord super parfait, qui est très compliqué à tenir en vrai. Donc, on a des tableaux Excel qu'on partage aussi avec entre tous nos collègues, avec les actions, les objectifs, les indicateurs, l'état zéro et le suivi. Donc là, le gros jeu de cette année, ça va être de le remplir bien comme il faut. Et c'est compliqué. Je voulais juste vous dire 2 mots d'un autre outil qu'on met en place au niveau de la structure sur le volet milieu aquatique. Je vais aller très vite, mais c'est pour vous dire que finalement, on avait les mêmes difficultés, nous, pour le suivi des plans de gestion qui sont portés par les syndicats GEMAPI, pour lesquels on apporte de l'assistance technique. Du coup, on leur a construit une base de données en interne, base de données qui s'appelle Ocari, du coup, sur lequel ils peuvent à la fois avoir à
à leur disposition des fonds de couches qu'on leur met à disposition qui sont très utiles dans leur mission quotidienne, sur lesquels ils peuvent apporter de l'info complémentaire, typiquement leur diagnostic de terrain, par exemple, sur les cours d'eau, ou leur rencontre avec les agriculteurs pour ceux qui mènent des actions aussi agricoles. Ça peut permettre de générer des bilans un peu tout près, puisqu'ils peuvent aussi rentrer leurs actions. Et donc, ça peut générer des données de bilan sur l'état de leur bassin versant et sur les actions qu'ils mettent concrètement en place. Donc, c'est une base de données qui est réalisée sous QGIS, etc. Et je vous en parle parce que du coup, dans l'idée, on va voir comment les choses évoluent, mais peut-être qu'il faudra que nous, on pense à finalement faire un peu évoluer cet outil pour qu'il puisse être aussi utilisable sur des aires d'alimentation de captage, parce qu'au final, ça nous permet d'avoir quelque chose de très simple et qui répond vraiment à nos besoins en termes de traçabilité des données, et d'apport de données et traçabilité des données. Voilà. Du coup, la conclusion pour nous, c'est de dire que la collecte de données, c'est toujours compliqué, mais c'est essentiel. C'est essentiel parce qu'il faut qu'on puisse communiquer auprès des élus sur nos actions, auprès des partenaires institutionnels aussi. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'on passe notre temps sur les AAC, mais il faut qu'on arrive à un peu rendre concret le temps qu'on passe à animer sur les territoires. C'est aussi essentiel pour communiquer en interne. Nous, on est plusieurs animateurs, donc à un moment donné, si chacun fait sa popote, c'est compliqué. Donc, on essaie de vraiment travailler à des choses mutualisées. Et la conclusion aussi, c'est de dire que peu importe la méthode de capitalisation, que vous ayez un logiciel métier, pas de logiciel métier, peu importe pour moi, l'essentiel, c'est que tout ça se soit fait proprement, de manière correctement référencée, avec se baser sur des référentiels existants. On parlait du cendre tout à l'heure. Enfin, voilà, tant que possible, se raccrocher à des choses qui existent pour que la donnée puisse être transmissible à des échelles supérieures notamment, ou à d'autres partenaires. Et voilà, pour qu'elle soit accessible et partagée facilement. Donc voilà, je vais arrêter là parce que je crois que j'ai dépassé mon temps. Je vais me faire fâcher. Merci beaucoup Frédéric pour ce beau retour d'expérience de comment vous gérez les données. Donc il y a eu beaucoup de questions. On va en prendre 2-3 et après Frédéric, je t'inviterai soit si possible à répondre dans le chat, soit nous on fera un récap des questions et on enverra les réponses aux questions. Alors, la première question, c'était comment avez-vous défini les listes de produits utilisés sur les aires d'alimentation de captage? Donc, je pense en particulier les phytos. Oui, alors du coup, c'était au tout début quand on a fait le premier diag initial sur les aires d'alimentation, donc il y a quasiment une dizaine d'années maintenant. On avait fait des diags d'exploitation, donc on avait été chez les agriculteurs et là, on avait pris plus de temps sur leurs pratiques. Donc, on va dire qu'il y avait 80% des choses qu'on a collectées à ce moment-là qui ne nous avaient pas servi, mais 10% qui avaient été quand même finalement bien intéressantes, et notamment la collecte des matières actives qu'ils utilisaient. Donc, on avait regardé leurs pratiques phyto sur l'année précédente et on avait comme ça listé du coup les spécialités commerciales, donc du coup les matières actives qu'ils avaient utilisées. Et à cette époque-là, on n'avait pas les données qu'on a aujourd'hui, comme par exemple via la BNVD ou autre. Hein. C'était un peu plus fait maison, quoi. Très bien, merci. Après, il y avait une deuxième question également sur les pesticides. Donc, la question, c'était un peu, est-ce qu'il n'est pas dangereux de faire des graphiques sur l'évolution des pesticides, du fait notamment de la problématique des métabolites, des dégradations des phytos? Est-ce que la question de comment représenter l'évolution des phytos, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, quand je parlais de panels de pesticides qui peuvent évoluer, par exemple, dans les analyses, c'est typiquement les questions qu'on se pose, parce que des fois, on a l'impression que d'un coup, boum, c'est la catastrophe. Alors oui, c'est la catastrophe, mais ça l'était déjà fait avant, juste on ne le savait pas. Donc, je dirais pas que c'est dangereux, mais alors nous, aujourd'hui, on distribue les fiches qualité qu'on fait la plupart du temps sont utilisées entre guillemets de la main à la main avec une explication qui va avec. Et pour le coup, on s'interroge sur les communications grand public, sur la manière dont on va pouvoir présenter ces données sans qu'elles soient mal interprétées. J'ai mes collègues d'ailleurs, Karine et Aurore, qui participent au webinaire. Là, si elles veulent intervenir, elles peuvent aussi compléter. Parfait.
Et la toute dernière question, alors, est-ce que voilà, les personnes seraient intéressées par un ordre de prix pour les deux outils, Odelian et Okari? Je ne sais pas si c'est des éléments. Oui. Alors, du coup, Odelian, c'est très simple. Il y a une page web qui existe. Donc, si vous tapez Odelian Anvilis sur Google, vous arrivez sur la page du coup d'Anvilis. Nous, on a eu de la chance, entre guillemets, on n'a pas le même tarif que ce qui est proposé maintenant, parce qu'on a participé au co-développement. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur que ce qui est aujourd'hui proposé dans la version commerciale. Pas du tout. Donc, voilà. Et après, pour la deuxième question, c'était quoi, pardon? C'était pour le deuxième outil que vous utilisez en Gémapi. Oui, on l'a fait avec nos petites mains, avec nos géomaticiens. Donc là, du coup, on a eu un coût de développement. On a pris 3 stagiaires qui ont bien travaillé. Et à côté, on avait aussi une prestation d'assistance technique par un bureau d'études qui nous a coûté autour de 20 000 euros. Pour des questions d'assistance vraiment au quotidien. Dès qu'on avait un bug de développement, on les appelait si on n'arrivait pas à régler tout seul. Sinon, ça nous a coûté 3 stagiaires et puis on en a gardé un parce qu'il était vraiment trop bien. Mais voilà, sinon, 3 stagiaires et une assistance technique de 20 000 euros. Parfait, merci. Je vous propose qu'on arrête là pour les questions. En tout cas, s'il y a des questions, on les reprendra, hein, bien sûr, et on les transmettra à Frédéric. Donc, merci Frédéric. Et là, je vous propose, avant d'assister aux 2 dernières présentations, de faire une petite pause, on va dire, ou en tout cas, au contraire, c'est les participants, vous allez participer. Donc là, je vais partager mon... Simon, tu as coupé ton micro. Ah. Normalement, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, excusez-moi. Donc là, en fait, on va vous demander de participer. Donc, soit avec votre smartphone, vous tapez WooClap, WOOCLAP, soit sur un nouvel onglet de votre PC, vous ouvrez une nouvelle fenêtre et vous tapez WooClap, donc dans le moteur de recherche habituel, wooclap.com. Et donc, vous allez arriver sur une page où normalement, on va vous demander un mot en haut à renseigner. Et là, vous taperez captage, CAPTAGES. Donc, souvent, c'est en haut de l'écran ou sinon sur le côté. Donc, allez sur WooClap. Donc, il faut sortir de Zoom ou en tout cas utiliser une autre fenêtre ou votre smartphone et aller sur wooclap.com et rentrer le mot de passe qui est captage, CAPTAGES. Et donc, normalement, vous allez pouvoir accéder. Alors, vous êtes déjà 46 à être connectés sur WooClap, donc c'est très bien. Donc, on va attendre un peu. On est à peu près 80 aujourd'hui. Donc, allez sur wooclap.com. Et donc, c'est un outil participatif où l'objectif, c'est un peu voilà, de pouvoir vous exprimer en ligne. Et donc, la première question, il y en a qui l'ont déjà mis, c'est quand vous entendez le mot données captage, quel est votre état d'esprit? Et donc là, il y a des petits bonhommes qui sont dans différentes positions. Et là, c'est plus pour tester l'outil. On vous demande de vous positionner sur image pour voir voilà, quelle est la personne qui symbolise un peu votre état d'esprit quand vous entendez le mot données dans la thématique captage. Hop. Et donc, sur la fenêtre Zoom, je vous invite voilà, à naviguer sur les deux. Vous pouvez visualiser les résultats des participants. Donc, il y a des personnes qui sont sur un fil, 5-6 personnes, d'autres qui sont en train de tomber. Donc, après, ce qui est intéressant aussi, il y a une personne qui aide une autre à avancer. Donc, effectivement, comme on l'a dit, il y a des synergies à trouver entre les données. Et il y a des personnes qui sont assez sereines, qui sont en haut des marches et pour lesquelles la problématique donnée fonctionne bien. Non, donc, je me permets, juste oui. Peut-être, on ne voit pas ton écran, les résultats sur Zoom. C'est peut-être juste résultats. Et partager et repartager peut-être. Ouais, je vais repartager. Merci. Alors. Parfait, merci. Oui, merci Julie. Donc voilà, je vous laisse visualiser. Voilà, merci, vous êtes 60 voilà, à avoir participé, 61. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer l'outil WooClap. Donc on va passer à la deuxième question. Vous restez sur WooClap.
Et donc là, la question, c'est un mot pour décrire la thématique données et aire d'alimentation de captage. Donc là, exprimez-vous voilà, en quelques caractères sur, pour vous, les données. C'est problématique, c'est source d'angoisse, c'est au contraire quelque chose de facile à mobiliser. Voilà. Et donc, normalement, vous visualisez les résultats des autres au fur et à mesure. Et il me semble que vous pouvez peut-être aussi liker les réponses des autres, si je ne dis pas de bêtises. Donc, incomplet, utile, indispensable, éparpillé, casse-tête, complexe, ambitieux. Donc, le mot complexe revient souvent. Voilà. Et n'hésitez pas à liker. Vous avez un petit bouton pour liker les réponses des autres. Comme ça nous permet de les classer. Par exemple, la complexe qui apparaît est compliquée en premier, nécessaire deuxième. Donc voilà, vous avez 1 minute pour cet exercice. Donc, indispensable qui prend la tête, suivi de compliqué. La notion de laborieux aussi. Donc ça montre que du travail est encore à faire, donc c'est intéressant. Chronophage, effectivement, ça peut être très chronophage, les données. La durée n'est pas à sous-estimer. Parfait. Je vous propose de passer à la question suivante. Hop. Donc là, on avait une question sur si vous vouliez citer des exemples de réussite solutions pour la mobilisation et l'utilisation de données dans vos structures. Donc, par exemple, Frédéric a cité l'exemple de faire appel à 3 stagiaires. Donc, ça peut être une possibilité. Est-ce que c'est l'appel à un prestataire? Est-ce que vous avez des exemples très concrets d'une réussite? Donc, un outil à citer. Voilà. Donc, là aussi, on vous invite, pareil, sur WooClap, à noter des exemples de réussite solutions pour la mobilisation et l'utilisation de données dans vos structures. Et de même, vous pouvez peut-être liker les propositions. Donc, je lis en même temps les quelques réponses. Utiliser les services web du centre, bien réfléchir le bon projet en amont et les outils, données existantes, Excel et du temps à passer, les outils de l'agence de l'eau RMC sur les captages prioritaires, avoir la bonne personne ressource, donc le côté voilà, ressources humaines disponibles pour le travail, avoir un informaticien dédié. Effectivement, ça peut être aussi être nécessaire d'avoir vraiment quelqu'un qui est spécialiste de la question des données. Donc, ce qui remonte le plus, c'est vraiment disposer de personnes dédiées à la gestion des bases de données, travailler avec des fichiers Excel et SIG. Donc, comme l'a dit Frédéric, le bon vieux fichier Excel semble être quand même une solution à utiliser. Ce qui est important aussi, harmonisation des outils de capitalisation des données au sein de l'équipe. Donc, c'est vrai, le partage au sein d'une même équipe de ces outils et capitaliser sur ces outils. Donc, on l'a vu dans la présentation précédente entre les questions GMAPI et les questions captage, par exemple, où il y a sûrement des synergies à avoir. Le travail d'équipe. Voilà. On laisse encore 30 secondes pour ceux qui veulent participer. Donc, on vous fera suivre, hein, je ne l'ai pas précisé, les résultats de WooClap, on fera une petite synthèse qu'on mettra à disposition. Voilà. Parfait. Et donc, on va passer, il reste encore 2 ou 3 questions. La prochaine, c'est pour vous, quels sont les principaux freins à l'utilisation de données? Donc, est-ce que c'est des contraintes de temps? Est-ce que c'est des manques d'outils? Donc, est-ce qu'il faudrait développer de nouveaux outils? Est-ce que c'est vraiment le côté financier et des contraintes de budget? Est-ce que vous avez un besoin de formation? Et après, le dernier point, manque d'accompagnement ou d'appui. Donc, ça, c'est un peu différent du manque de formation. C'est en interne, par exemple, est-ce que effectivement, il faut des personnes dédiées à cette question-là? Est-ce qu'il faut que le centre de ressources captage de l'OFB vous accompagne sur ces questions de données? Donc, voilà. Donc, on vous laisse voter. Il faut cliquer sur les principaux freins à l'utilisation de données. Donc là, vous êtes... Alors, pour en rajouter, effectivement, c'est une question qui va se poser ici sur la slide suivante. On vous invite à mettre sur le chat
Après, Frédéric, si tu veux citer à l'oral, c'est possible, mais pour les participants, on vous invite sur le chat. N'hésitez pas à compléter cette liste-là qui est pas exhaustive. Donc, vous êtes à peu près la moitié à avoir voté sur les personnes connectées au CLAP. Donc, on vous laisse encore 2-3 minutes et on verra qu'est-ce qui ressort comme frein principal à l'utilisation de données. Alors, vous êtes 43 à avoir voté. On se laisse encore une petite minute. Ça n'a pas l'air d'évoluer. Donc voilà, quels sont les principaux freins à l'utilisation de données? Au niveau des tendances qui se dégagent, alors pour le public de cette webconférence, c'est vraiment la contrainte de temps. Donc ça, c'est vraiment un point important. En deuxième, intervient le manque d'outils. Donc il y a un volet outils mis à disposition ou outils disponibles qui semble être un point sur lequel travailler. Et inversement, ce qui n'apparaît pas comme une contrainte, c'est la partie budget. Et on a à peu près à 42% de ceux qui ont voté ces besoins de formation et un besoin d'appui et d'accompagnement. En tout cas, parfait. Et la toute dernière question donc, sur WooClap. Donc, c'est un peu un exercice différent. Alors, là, vous avez 100 points. Et ces points, vous devez les attribuer aux différentes possibilités. Donc, quels sont selon vous les sujets prioritaires pour l'amélioration de aircaptage.fr concernant les données? Donc, comme on l'a dit, aircaptage va évoluer et donc on aimerait voir votre avis sur où il faut qu'on porte les efforts. Et donc là, on vous propose un exercice où vous avez 100 points et ces points, vous les distribuez aux différents axes. Donc, améliorer l'ergonomie des fiches, proposer de nouveaux croisements de données. Et plus vous mettez de points, plus c'est important. Et inversement, si vous distribuez 0 points ou 1 ou 2 points, ça sera que vous jugez que ce n'est pas prioritaire sur aircaptage. À noter qu'il y a une petite calculette automatique pour arriver à vos 100 points. Sur l'outil, normalement, en haut d'écran, vous allez voir une petite calculette. Et au fur et à mesure que vous distribuez ou attribuez vos points aux différentes sous-rubriques, enfin aux différents que vous votez, vous allez arriver à 100 points. Donc, je répète la question. Quels sont les principaux sujets que vous voulez voir traités prioritairement sur aircaptage? Est-ce que c'est améliorer l'ergonomie des fiches descriptives des AAC, proposer de nouveaux croisements de données, ajouter de nouvelles couches cartographiques, développer les fonctionnalités d'export de la donnée, mieux s'articuler avec les bases de données existantes, ajouter des ressources pour comprendre les données de la thématique? Donc, c'est également, comme l'a précisé Frédéric, une liste finie. Là, l'exercice est sur cette liste finie, mais dans le chat du Zoom, on est vraiment preneur de vos compléments ou par mail, animation-captage avec un s@oio.fr pour avoir vos retours. Donc, on vous laisse encore 2 minutes et on verra quelles sont les tendances qui se dégagent sur l'évolution que vous souhaitez pour aircaptage.fr. Donc, vous êtes à peu près 36 personnes à avoir voté et 71 personnes connectées sur WooClap. Donc, on vous laisse encore 2 minutes. Voilà. Et c'était la dernière question du WooClap. Et après, on rebasculera sur le Zoom pour les 2 dernières présentations de la journée. Et pour l'instant, on est dans les temps. Parfait. Allez, encore 1 minute. Donc voilà, vous avez 100 points et il faut les attribuer aux différentes modalités avec beaucoup de points égale priorité élevée. Hop. Donc, je vous affiche les résultats à l'écran sur le Zoom normalement. Donc, au niveau de ce qui se dégage, donc le trio gagnant, on va dire, c'est mieux s'articuler avec les bases de données existantes. Donc, effectivement, il y a déjà des actions qui sont faites avec ADES, SOG, on a cité, mais il y a sûrement des synergies à améliorer. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, dans le Zoom, n'hésitez pas à nous préciser quelle base de données pour vous il sera intéressant de mieux prendre en compte et de mieux s'articuler. Ensuite, proposer de nouveaux croisements de données. Donc, ça, c'est un deuxième point. Et ça, c'est un point sur lequel normalement, on va proposer de nouvelles choses d'ici la fin de l'année et sur lequel on voulait travailler.
Et le troisième point, c'était de développer des fonctionnalités d'export de la donnée. Donc, effectivement, pour l'instant, les exports se font essentiellement sur le site du Sandre, en ce qui concerne les périmètres. Et pour les autres données, c'est plus compliqué, mis à part pour le tableau de bord. Donc là-dessus, il y a un vrai chantier et un vrai travail à mener. Parfait. Je vous remercie pour l'exercice. On fera une petite synthèse de ce WooClap qu'on vous communiquera. Et là, je vous propose qu'on revienne sur Zoom. Donc, il nous reste une présentation. On aura peut-être quelques minutes de retard, donc on va finir peut-être vers 12h05 au lieu de midi. Mais donc Frédéric, donc le deuxième Frédéric de la journée, Montigny de l'ARB Nouvelle-Aquitaine. C'est à toi de jouer pour terminer cette webconférence. Oui, bonjour à tous, merci. Alors, je partage mon écran. Voilà, donc si tout le monde m'entend, moi je vais vous parler du coup de deux outils en fait de suivi qu'on avait développés sur les AAC du programme ressources donc en région Nouvelle-Aquitaine, des outils de suivi de la qualité des eaux vis-à-vis des nitrates et des pesticides et de suivi des ventes de produits phyto via les bases de données existantes de la BNBD notamment. Donc ça viendra un peu peut-être donner des exemples plus concrets ou compléter, enfin voilà, montrer le lien aussi entre tout ce qui est référentiel existant et les outils existants sur lesquels on s'appuie. Alors juste un petit historique rapide du partenariat entre l'ARB du coup et le programme régional ressources, qui est un programme porté par la région Nouvelle-Aquitaine qui a été développé à l'origine en ex-région Poitou-Charentes. Donc, depuis une quinzaine d'années, on a un partenariat autour de différents points. Je ne m'étale pas beaucoup sur le sujet, simplement dire qu'on avait développé des tableaux de bord et des indicateurs, notamment pour le suivi ou l'évaluation des actions. Et donc là, dans la dernière période 2015-2020, les travaux portaient plutôt sur les données de qualité eau et de vente de produits phytosanitaires. Donc, c'est ce dont je vais vous parler plus précisément après. Alors, les objectifs de ces derniers travaux, du coup, c'est de faciliter l'accès aux données, aux informations objectives pour le suivi des actions et l'évaluation générale du programme ressources. Donc, avec différentes entrées, une entrée par aire d'alimentation, du coup, plutôt destinée en fait aux animateurs locaux de l'aire en question, et des synthèses sur l'ensemble avec notre échelle de territoire, des synthèses sur l'ensemble des AAC du coup du programme ressources de Nouvelle-Aquitaine. Là, plutôt du coup dans le cadre de l'évaluation notamment du programme. Et également, du coup, cet accès, proposer un accès libre pour un large public, donc du coup avec des évaluations qui sont accessibles directement en ligne. Alors, initialement, on avait réalisé une note de synthèse en fait, écrite en 2016 sur la qualité des eaux sur les aires ressources justement de l'ex-Poitou-Charentes. J'ai peut-être oublié, je vais peut-être aller un petit peu vite, mais effectivement, là, je présente d'abord l'outil de suivi de qualité de l'eau brute, nitrates et pesticides sur ces ressources, et ensuite je viendrai présenter l'outil de suivi des ventes phyto. Donc, je reviens à ce que je disais. Donc, une première note de synthèse a été réalisée du coup en 2016 sur la qualité des eaux brutes du coup dans les aires dans les captages ressources, qui s'appuyait donc notamment, on l'a vu sur les données de la base ADES et les données de bassins. Donc, pour la Nouvelle-Aquitaine, on est sur deux grands bassins, Adour-Garonne et Loire-Bretagne. Et l'objectif, du coup, dans mes travaux un peu plus récents, c'était d'actualiser les informations qui avaient été produites lors de cette note et les étendre aussi à un nouveau territoire plus grand, et surtout en automatisant en fait tout ce qui est chaîne de récupération, de traitement et de valorisation des données utiles pour l'analyse. Donc, entre-temps, il y a notamment la base nationale NAIAD pour les eaux de surface qui a été mise en service. Et d'autres outils, en fait, un peu de web service qui facilitent l'interrogation des bases de données, donc notamment la plateforme Hubbo, pour ceux qui connaissent, et deux API qui existent sur la qualité des cours d'eau ou la qualité des nappes. Donc, ces travaux en cours ont été réalisés
et on a produit du coup des graphiques interactifs sur l'évolution des teneurs et de comparaison de différents seuils AEP. Du coup, à la fois avec des synthèses, comme je disais en introduction, sur toutes les aires d'élimination de captage de ressources de la région, et également des choses par station ou captage des AAC en question. Donc l'actualisation, elle se fait automatiquement en fait en temps réel, du coup via ces deux API que j'évoquais à l'instant. Donc voilà, dès qu'il y a des données qui sont bancarisées dans les différentes bases de données existantes, nous ça alimente ces graphiques interactifs donc en temps réel. Et on propose justement dans ces deux outils-là aussi, enfin dans cet outil-là, pardon, de télécharger, la possibilité de télécharger en tableur justement les données qui ont servi à la construction des graphiques. Donc j'ai remis pour indication l'adresse du site en question. Alors, ensuite, juste quelques exemples. C'est des choses aussi classiques, hein, comme Frédéric Joubert l'avait évoqué tout à l'heure. Donc, sur l'évolution des nitrates, donc, aux deux échelles, hein, là, c'est des exemples sur les synthèses produites sur toutes les AAC, donc avec l'évolution des concentrations en nitrate dans le temps et le graphique en haut à droite, et les nombres de stations suivies aussi considérées. C'est parfois des limites sur la variation de données par rapport à la synthèse qu'on peut en faire. C'est à la fois le nombre d'analyses et le nombre de substances pour les phytos, mais considérées, aussi le nombre de stations du coup, sur lesquelles on a des données. Et donc l'autre graphique en bas, c'était justement la caractérisation des concentrations de nitrates suivant différentes classes de qualité. Et ensuite, un autre exemple, donc par station par station de suivi ou captage de chaque AAC. Là, une évolution pareil, des concentrations maximales ou moyennes des nitrates avec en rapport, alors ce n'est pas des données qu'on interroge dans ces bases de données nationales, mais les rapports à la pluviométrie. Et l'exemple pour les pesticides, classiquement, hein, pareil, c'est vrai que ça questionne aussi quelques limites ou quelques difficultés déjà évoquées précédemment par rapport à la validation de ces données, notamment pour les pesticides. Mais on a proposé quand même des synthèses toutes AAC, donc avec l'évolution des concentrations. Alors on voit par exemple sur le graphique que j'ai mis en haut à droite, effectivement au début on a l'impression que c'est des courbes très hautes, mais il y a peu de points de suivi, peu de stations en fait, considérées ces années-là, donc ce qui peut aussi expliquer certaines choses. Donc un premier graphique avec l'évolution des concentrations. Juste que je reviens sur le graphique, pareil, en fait, les petits histogrammes derrière présentent le nombre de stations suivies et aussi surtout le nombre de substances recherchées. Donc on voit une nette évolution, voilà, l'augmentation très, très, très marquée du nombre de substances recherchées sur les stations. Et un peu un graphique également de synthèse sur justement le respect des seuils AEP par rapport aux concentrations. Donc là, on a pris les seuils au brut et au robinet, en fait, du coup, même si on est vraiment sur l'analyse à l'origine de la qualité des eaux brutes sur le captage. Donc, pour voir si, avec les pesticides, par rapport aux concentrations de pesticides relevées sur les eaux brutes, est-ce qu'on est déjà sur une eau qui est entre guillemets, potable, ou est-ce qu'il y a besoin déjà d'appliquer des traitements pour la rendre potable en respectant ces valeurs seuil pour l'alimentation en eau potable. Donc pareil, hein, du coup, avec donc je l'ai pas remis, donc on a le détail, oui pardon, si, on a le détail du coup après pour chaque captage ou station de suivi sur chaque AAC, donc avec l'évolution des concentrations là par prélèvement. Et un tableau en dessous aussi, un tableau qui présente justement les substances, le nombre de substances recherchées, quantifiées, les fréquences de quantification, etc. et les substances qui affichent les concentrations maximales dans le prélèvement.
Et donc voilà, j'y viens également. Il y a un autre graphique qui est proposé sur les fréquences de quantification et de dépassement de seuil, du coup, par substance. Donc là encore, là, c'est uniquement par station de chaque AAC. Voilà, des graphiques qu'on peut retrouver un peu classiquement dans différentes publications. Donc voilà, sur ces outils, alors les méthodes et les limites, enfin surtout les limites, c'est que du coup, ça suppose d'avoir déjà une liste de stations et de captage qui soit fiable, du coup, à l'origine pour aller récupérer toutes ces données. Donc avec l'intérêt des référentiels existants, notamment ceux du Sandre, avec des codes uniques identifiant chaque point d'eau ou chaque captage ou station de suivi de qualité. Alors, malgré ces référentiels-là, on a encore justement parfois quelques doutes sur est-ce que ce sont les bonnes stations qui sont considérées qu'on n'a pas forcément la correspondance avec le captage, notamment sur les eaux superficielles. C'est surtout là le principal problème au niveau de la localisation, enfin, du choix de la station de suivi. On a moins ce problème-là sur les eaux souterraines, notamment comme l'évoquait avant le BRGM, de par cette correspondance entre les codes CISO notamment et les codes BSS. Et une autre limite, du coup, c'est aussi, même s'il y a ces ponts qui sont mis entre les différentes bases de données, parfois on ne sait pas si on a vraiment toutes les données qui sont bancarisées, parce qu'on peut avoir parfois certains trous, en fait, au niveau des données sur certaines stations. Et là c'est limite par rapport, on va dire, aux données propres à l'origine. Et après, nous, par rapport à la valorisation, à la synthèse qu'on en fait, c'est vrai qu'on a des limites quand même importantes concernant du coup les historiques et les fréquences de substances recherchées qui sont vraiment propres à chaque station et qui varient beaucoup d'une année sur l'autre. Donc, c'est un peu difficile de synthétiser tout ça à l'échelle de tous les captages, toutes les aires d'alimentation de captage de ressources de la région. J'avais juste remis en exemple pour le nitrate, par exemple, on avait 66 stations en 1996, alors qu'on a 97 en 2016, par exemple. Et pesticides, comme je l'ai dit tout à l'heure, une évolution avec un nombre vraiment beaucoup plus important maintenant de recherche de substances. Donc, seulement 9 en 96, par exemple, sur certains hors minimum, et 623, du coup, en 2019. Donc, voici une petite présentation du premier outil que j'avais évoqué. Un deuxième outil qu'on a développé, c'est le suivi des ventes de produits phyto, du coup, sur les AAC. En fait, on a réalisé des premiers tests exploratoires de traitement des données de vente de la BNVD. Donc, pour ceux qui connaissent, du coup, il y a deux types de données différentes, les données de vente et les données appelées achats. Je vais y revenir un petit peu tout à l'heure. Donc, ces premiers tests, en fait, réalisés en 2016, le premier souci, c'est la limite, c'était que justement ces données de vente, elles étaient renseignées seulement avec le code INSEE, enfin le code de la commune, du siège distributeur, en fait, de produits, mais depuis 2009. Mais donc, il y a une moindre localisation, entre guillemets, moins précis, en fait, vraiment sur le lieu d'application des produits qui ont pu être vendus par ailleurs. Donc, l'idée, après, dans les travaux menés par la suite, c'est d'actualiser justement d'affiner ces premiers tests exploratoires, toujours comme évoqué avant, en essayant de rendre accessibles les informations et d'automatiser, du coup, la chaîne de traitement et de valorisation. Mais cette fois-ci, ça se basait sur les données achats qui sont accessibles depuis 2015 des BNVD et qui sont plus précises au niveau de la localisation, puisqu'elles recensent, en fait, elles intègrent le code postal du siège de l'exploitation de l'acheteur et non pas le point de vente, en fait. Donc, cet outil également en ligne avec l'adresse que je rappelle là dans le diapo. Idem, ce sont des graphiques un peu interactifs, du coup, d'évolution des ventes de substances avec un suivi, là encore, par aire d'alimentation de captage et une synthèse sur l'ensemble des AAC.
et également des suivis qui sont faits, donc on peut voir le détail par substance ou groupe de substances, ou alors toute substance confondue. Donc là, je lui ai mis juste quelques exemples de graphiques qui sont produits. Bon, je ne vais pas les commenter dans le détail, mais juste, voilà, on a effectivement par AAC ou sur l'ensemble des AAC, ce que je disais, donc les quantités vendues donc, depuis 2015 jusqu'à 2019 et principalement, du coup, leurs évolutions, que ce soit sur, par exemple, regarder l'évolution des ventes au niveau des herbicides, fongicides, insecticides, etc. Avec également... ça fait appel aussi à d'autres bases de données, notamment sur tout ce qui est en fait propriété ou réglementation sur certaines substances. On a distingué celles qui étaient utilisables en agriculture biologique ou qui font partie des listes biocontrôle dans les totaux des produits vendus. Du coup, pour cet outil-là aussi, ça reste encore un peu une méthode exploratoire qui comporte quelques limites. C'est notamment le fait que ces données-là, elles sont à la base accessibles à l'échelle de la zone postale, c'est pas de la commune. Donc, et la zone postale, c'est forcément pas la même que l'AAC directement. Donc en fait, on a appliqué un prorata en fait entre la surface du coup de chaque zone postale qui est comprise dans l'AAC et les ventes de produits associés. Donc là, il y a quand même un biais par rapport à ça. On pourrait peut-être affiner en utilisant du coup plutôt les surfaces agricoles utiles des zones postales et de l'AAC concernées. On n'a pas encore fait ce choix-là pour l'instant. Voilà, donc ça reste quand même un biais important sur la localisation précise. Et bon, je l'ai rappelé comme ça, également, il y a des limites propres plutôt là, du coup, à la BNPD en tant que telle. Voilà, c'est effectivement des données de vente des produits et on n'est pas sur des données d'utilisation exactes, en fait, entre guillemets, on est sur de la vente. Donc, on ne sait pas, après, bien sûr, quand est-ce qu'on va utiliser ces produits et précisément aussi la localisation. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous remercie et je peux essayer de répondre éventuellement à des questions s'il y en a par la suite. Parfait. Merci beaucoup, Frédéric, pour cette présentation et ces illustrations. Alors, 2-3 questions. La première, c'était, est-ce qu'à ta connaissance, il existe des outils un peu similaires sur d'autres régions? Donc, on parlait de Normandie, région Nord. Alors, pas au niveau des captages en tant que tel. Moi, en tout cas, à travers nos différentes missions, c'est vrai qu'on développe aussi d'autres outils qui sont en cours de développement pas forcément uniquement sur les captages d'eau potable, mais sur la qualité de l'eau en général. Et du coup, bon, sur les captages, moi, j'ai pas. Ah si, peut-être il y a pas RMC Oui, Corse là. à ma connaissance, sur l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, un outil un peu sur le suivi nitrate, si je ne dis pas de Oui, bêtises, de avec l'ensemble des captages prioritaires. effectivement, avec aussi des indicateurs sur les tendances, je pense qui existaient, là, on en parlait tout à l'heure, c'est partie d'une des questions, du coup. Oui. Après, l'autre question, c'était comment accède-t-on à ce qui a été présenté? Donc, c'est ça, Frédéric, sur le site de l'ARB, site web de l'ARB Nouvelle-Aquitaine. Oui, alors voilà, soit effectivement avec les deux liens que je vous ai proposés, il faut pouvoir avoir le temps de les avoir notés, ou alors les présentations quand elles seront en ligne, vous pouvez y accéder. Ou ça, voilà, n'hésitez pas à hésiter, je vous les retransférerai éventuellement, via peut-être l'OIO. Voilà, je peux vous les redonner, ou sinon effectivement sur le site de l'ARB Nouvelle-Aquitaine. Alors là, j'ai plus de tête le chemin d'accès, mais en tout cas, on doit pouvoir retrouver les sites. Sinon, vous tapez ressources, qualité nitrate ou quelque chose comme ça, vous devriez pouvoir retomber avec Google, quoi. Parfait. Après, il y avait une question. Est-ce que tu as fait les regroupements herbicides, fongicides en interne ou est-ce que c'était à partir de données accessibles? Alors ouais, ça c'était un peu des soucis au début et finalement, alors je crois qu'on s'était basé, du coup, moi je travaille du coup avec un informaticien aussi sur le sujet qui est sur les bases de données. On s'était basé à la fois sur le référentiel Cendre, du coup,
et aussi sur ce qui était indiqué en fait, directement dans les données de BNVD. On a aussi les classifications. Donc, on a refait des croisements à partir de ça. Parfait. Je pense que pour rester dans les temps, on va en rester là. En tout cas, pour les autres questions, on fera une synthèse qu'on enverra aux intervenants. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions via animation-captage avec un s @oio.fr. Voilà, à nous envoyer vos questions que l'on transmettra aux intervenants. Juste 2 mots de conclusion avant de vous laisser. Tout d'abord, un grand merci aux différents intervenants pour leur présentation qui vous a permis d'avoir vraiment un aperçu d'outils, de bases de données, de référentiels et surtout de voir les synergies qu'il existe entre ces outils. Et donc, si je reste sur mon image de briques, c'est vrai qu'on a présenté aujourd'hui quelques briques et dans les différentes présentations, on a vu que des liens existaient. On a également vu que du travail était encore à réaliser, que le travail était à poursuivre. Donc, on essaye de plus en plus de lier les outils pour éviter les redondances, favoriser les synergies, mais il y a encore des actions à mener. Et je pense que ça se retrouve un peu dans l'atelier participatif, là, le WooClap que l'on a réalisé, où on a vu que le sujet donné, voilà, c'est un sujet clé, c'est un sujet important qui nécessite du temps, qui n'est pas forcément le plus facile. Et donc, je pense que ça encourage les différentes personnes qui interagissent. Et je pense que chacun, à notre niveau, on interagit. Donc, de l'animateur captage, voilà, c'est le premier maillon de la chaîne. Mais on a vu que voilà, il y a une synergie d'acteurs, une synergie d'outils, de bases de données à continuer à développer. Donc, très concrètement, les présentations, elles vous seront envoyées prochainement. La vidéo aussi, elle sera mise en ligne via aircaptage.fr. Enfin, vous aurez le lien prochainement. Pour les questions, on fera une synthèse et on enverra aux différents intervenants. Donc, voilà, pour finir, merci aux différents présentateurs. Merci également à ma collègue Julie Magnier qui m'a aidé à présenter la webconférence aujourd'hui. Et puis enfin, merci à vous pour votre participation, donc à la fois sur le chat et dans l'outil WooClap. Et voilà, on a 4 minutes de retard, donc on a à peu près tenu les délais. Donc on vous souhaite une bonne journée et puis on vous dit à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir à tous.